faut qu'on joue très longtemps. Très longtemps. Je vous propose de vous installer pour que nous redémarrions. Bonjour. Frédéric Delis, généraliste. Et la Cible de France, enchanté. Si vous voulez bien vous installer, s'il vous plaît. Donc nous allons maintenant passer à la deuxième table ronde. Donc pour cette table ronde, les objectifs pressentis des débats sont d'une part la position sur la NFP des différents intervenants, donc dans le suite du diagnostic d'une IST, pas seulement le VIH, et envisager dans le complément, bien sûr en complément de la prise en charge, et également peut-être de discuter avec certains des acteurs du meilleur moment de la proposition de l'information sur la NFP. Et puis dans un second temps, on réfléchira au cadre, enfin nos interlocuteurs donneront des éléments de réflexion sur les cadres envisagés de leur réalisation, à la fois du point de vue des acteurs, du soutien politique institutionnel, et Jérôme Salomon tout à l'heure nous a apporté le soutien de la DGS, les moyens humains, parce que tout cela ne se fera pas sans des moyens humains, d'une part des moyens de formation des différents acteurs de santé, et j'englobe les associatifs qui interviennent dans toute la chaîne de dépistage et d'annonce des résultats dans les professionnels de santé, et également au-delà dans des différentes structures sanitaires qui seront amenées à procéder à cette NFP, dont il faudrait dire information éclairée, finalement, dont le terme pourrait être modifié sur information éclairée aux partenaires, avec, suite aux discussions juridiques sur l'aspect très administratif, juridique de la notification, et l'aspect très également administratif de la formalisation. Et peut-être c'est des choses auxquelles on n'avait pas réfléchi au CNS au moment de l'intitulé de la commission, mais peut-être que ce seraient des termes qui pourraient être à nouveau réfléchis. Et puis enfin, l'autre aspect qui est important, c'est l'aspect des outils, à la fois de formation, et donc la HAS sera là, et justement Jérôme Salomon a annoncé tout à l'heure la saisine de la HAS à ce sujet, et également les aides à disposition, les outils à disposition des acteurs et de leur financement. Donc interviendront dans cette table ronde successivement le docteur Véronique Tirard-Fleury, donc, qui est coordinatrice régionale des Cégides PACA Corse, le docteur Gérard Israël, qui est médecin généraliste à Paris, Madame Iris Bichard, qui est associative au kiosque, chargée de projet de recherche pour l'antenne du Cégide de Saint-Louis, Monsieur Jean-Christophe Comborour, qui est à la DGS, Dr Frédéric Goyer de l'ARS, Madame Rumeau-Pichon de l'HAS, et enfin, et voilà. Donc je vais donner la parole, Dr Véronique Tirard, et pour nous dire quelle est la position des Cégides en termes de mise en œuvre et d'acteurs de cette information éclairée aux partenaires. Merci beaucoup de me donner la parole sur ce thème. Quelques précisions déjà pour la compréhension de l'intervention. La coordination régionale des Cégides, c'est un dispositif qui existe dans toutes les régions. Soit il a été gardé au sein du giron des ARS, soit il a été confié à une structure. Et pour la région PACA Corse, il a été confié au Corévi PACA Ouest Corse, avec plusieurs missions, dont la couverture des publics cibles. Et c'est dans ce cadre, le cadre de cette mission-là et celui de l'amélioration des pratiques professionnelles, qu'on a évoqué au début de l'année, beaucoup suite à l'avis du CNS, la notification formalisée aux partenaires, ou information des partenaires. Donc c'est dans ce cadre, simplement dire qu'il y a 14 Cégides qui sont tous très très différents, soit de territoire géographique, on passe de Gap à Nice en passant par Marseille, Bastia, de public, donc de besoins, de professionnels,
et aussi d'histoire et d'appartenance, puisqu'on a des CGID hospitaliers, des CGID du conseil départemental, et aussi un CGID associatif, le SPOT d'aide à Marseille. Donc en termes de méthode, ce qu'on a évoqué, c'est d'utiliser les outils qu'on utilise habituellement dans la coordination régionale des CGID, c'est-à-dire de fonctionner en travail inter-CGID, c'est-à-dire qu'on propose à tous les professionnels de tous les 14 CGID de travailler sur des sujets précis, et en l'occurrence, on va mettre en place un sujet sur la notification formalisée des partenaires. Après, on fait un binôme, c'est-à-dire qu'on essaye de motiver un ou deux CGID ressources dans la région, parmi les 14, et on essaye de faire un binôme avec des compétences de santé publique qui sont donc plus de la coordination régionale des CGID et des acteurs de terrain. Et particulièrement sur le sujet de la notification, je pense que c'est très très utile d'avoir ces deux compétences puisqu'on voit toutes les caractéristiques santé publique qu'il y a de ce sujet. Donc les actions proprement dites qu'on a évoquées, alors il y en a une sur laquelle je voudrais vraiment insister, et la table ronde précédente me conforte dans cette idée, c'est la nécessité d'un travail pédagogique et de relais de l'avis du CNS et d'explication, d'explicitation de ce sujet de notification formalisée aux partenaires qui est complexe, avec des implications sanitaires, sociales, éthiques, juridiques. Et je pense que c'est vraiment de notre rôle d'accompagner les acteurs de terrain à se saisir de documents très riches et très denses aussi, avec une grosse composante juridique, donc pas forcément facile d'accès pour les professionnels de terrain. Et pour avoir discuté avec les uns et les autres des CJ de la région, je me suis rendu compte des représentations vraiment erronées par lecture trop rapide ou des mauvaises compréhensions. Donc j'insiste vraiment, je pense que ce temps, il faut vraiment le prendre si on veut bien démarrer la suite. Donc ça, c'était la première action. Les deuxièmes actions, ça va tourner autour des outils. Alors évidemment en lien et avec le calendrier sur lequel ma voisine de gauche sans doute se positionnera, des référentiels, de l'élaboration des documents d'information de la personne notifiée, du partenaire, donc de tout un travail autour des outils. Et enfin, pour ne pas prolonger trop le temps, il y a d'autres actions qui sont envisagées, qui sont un peu des actions périphériques, mais le terme n'est pas du tout, elles sont déterminantes. C'est de faire le lien notamment avec les autres travaux du Corevi, c'est-à-dire que le Corevi, dans une nouvelle mandature, il est en train de mettre en place ces groupes projets, donc parcours de santé sexuelle, etc. La notification partenaire va être évoquée dans ce cadre, donc il va falloir faire le lien. Et l'autre lien qui est très important qu'on a évoqué, c'est avec les programmes d'éducation thérapeutique patient, puisque notamment dans le VIH, la consultation à la demande du patient avec le compagnon, les partenaires, elle se fait déjà dans de nombreux programmes d'éducation thérapeutique patient. Donc il y a un lien à faire qu'on va essayer de faire. Les deux autres actions envisagées sont l'estimation financière de cette mise en place, qui justifie d'une annexe dans l'avis du CNS, et aussi un suivi sur lequel là, la coordination essayera d'assurer le tempo. En termes de calendrier, tout cela devrait démarrer. On a une prochaine journée où on réunit tout le monde le 18 octobre, et c'est à l'échelle d'un an où on a une journée avec tous les acteurs en septembre 2019, et on présentera la formalisation et l'accompagnement qu'on a pu faire en région. Merci. J'espère que merci. Donc, Gérard Israël. Bien, bonjour. Déjà, je voulais remercier le CNS et le professeur Yeni pour l'invitation, pour un sujet qui n'est pas très simple, comme on l'a vu dans la première table ronde. Et j'ai travaillé là-dessus depuis maintenant plusieurs semaines, et puis je me suis permis quand même d'auditionner un peu mes collègues, les hospitaliers, les généralistes, des psychiatres, des juristes. J'ai auditionné aussi mes patients, quelle que soit leur sexualité, pour essayer un petit peu d'avoir un petit peu leur réaction et de voir un petit peu comment on pouvait élaborer une stratégie pour avancer. Parce que finalement, ce qu'on veut, si on part des 5 millions de tests de dépistage qui sont à 0,20% de positifs, ça veut dire qu'on n'est pas efficace, qu'on ne va pas dépister là où il faut. Et si on arrive entre les 10 et 70%, comme certaines études semblent le montrer, 10% probablement dans des zones où c'est plutôt sur un mode volontaire et anonyme, et puis on va dire 70% peut-être dans des zones un petit peu où c'est un peu obligatoire.
Mais enfin, en tout cas, si on arrive à au moins 10%, déjà, on progresse dans le blocage de la chaîne de contamination. Et c'est ça, finalement, l'objectif premier. Maintenant, il faut se poser la question du respect de la vie privée, du respect de la personne aussi qui ne veut pas forcément être notifiée, ce qu'on appelle le droit à l'ignorance, et du respect aussi de la personne qui doit notifier. Je vais prendre quelques exemples sur le terrain, des exemples concrets. Voilà, je suis homo, j'ai un seul rapport dans l'année, ça fait 1 an que je n'ai pas couché, je reçois une notification, donc finalement si je reçois une notification comme quoi un de mes partenaires est exposé à une IST, ben je sais qui c'est. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le professionnel de santé ne doit pas notifier pour garder justement le secret médical, le secret professionnel. Donc ça c'est la première chose. Je pense que sur le modèle un petit peu des pays nordiques, excepté la Suède, il faut être sur un mode plutôt volontariste, c'est-à-dire avec l'accord du patient pour notifier, et l'accord du patient aussi pour être notifié. Parce que ça peut être comme certains psychiatres avec qui j'ai discuté, notamment à l'hôpital, Françoise Lénard, me dit ça peut être, ce qu'on a évoqué là, un acte relativement violent que de recevoir une notification, même si on ne précise pas le cadre de l'IST, mais ça peut être relativement impactant pour la personne. Si on doit mettre une obligation, c'est peut-être une obligation sur le professionnel de santé. Une obligation qui l'obligerait finalement à informer le patient, à l'informer sur la notification, sur le pourquoi, à l'aider avec les outils qui seront à sa disposition et éventuellement de discuter avec lui quelles sont les personnes qu'il pourrait notifier et par quel mode. Voire même, je pense que des fois, on devra ne pas notifier dans certaines circonstances. Comment eh ben, on a parlé de plusieurs exemples de sites informatiques, d'outils, etc., avec les problèmes de sécurité que ça peut poser, et je ne suis pas un expert dans ce domaine. J'ai imaginé finalement un site type partenaire.fr relié à une application. Sur ce site, vous metteriez nom, prénom, numéro de téléphone, email. Il s'agirait bien sûr d'un site crypté, un peu comme l'est pas mal de sites. Hein, quand vous déclarez vos impôts sur impôts.gouv, c'est aussi confidentiel. Le patient mettrait si oui ou non il veut notifier, et si oui ou non il veut être notifié. Et enfin, s'il veut être notifié, il préciserait s'il veut l'être par voie de SMS, par voie d'email ou par courrier. Il recevrait aussi, dans ce cas-là, une ordonnance de test de dépistage et, dans lequel on lui demanderait s'il veut faire ses tests auprès de son médecin traitant, auprès du CEGID local auquel on lui donnerait les adresses, les horaires d'ouverture, ou auprès du service de maladies infectieuses de référence. Je prends un autre exemple. Je suis bi. Je reçois une notification sur mon téléphone portable qui est sur la table du salon. Mon épouse est là. Elle voit le SMS. Donc, bonjour la confidentialité, les problèmes de couple. Est-ce que je fais les examens? Je les fais chez le médecin qui suit mon épouse et mes enfants ou pas? Ça, c'est aussi un autre problème. Je suis homo, j'ai 5 réguliers. Finalement, on est 3 à recevoir une notification. Eh ben, on va commencer à suspecter les 2 autres. Donc déjà, ça peut poser des problèmes. Je suis homo dans une ville de province. Je ne vais pas notifier de manière nominale. Je ne veux pas qu'on me connaisse. J'ai la librairie d'à côté, ce n'est pas possible. Je suis hétéro, j'ai un chlamydier, j'ai une copine, mais je ne suis pas très fidèle. Finalement, j'en ai marre de cette fille, je n'ai pas envie de la revoir. Donc, ça sera de manière anonyme. Je suis migrant, je suis martiniquais. Je ne veux pas qu'on le sache, donc ça sera aussi de manière anonyme. Donc tout ça, c'est pour vous montrer un peu les difficultés qu'on peut avoir dans la notification et aussi le temps qu'il faut les gens pour être notifiés. Toujours sur le site, sur l'idée du site, on peut très bien imaginer un site qui soit aussi couplé avec les applications Scruff, Grindr, Tinder, etc. et que les patients puissent télécharger eux-mêmes l'application. Ça, c'est une chose. Je ne suis pas un spécialiste, ça peut être discuté. Il y a probablement des garanties et c'est à la CNIL et aux experts de réfléchir à ce sujet. Maintenant, je vais parler de la médecine libérale.
La médecine libérale, selon le rapport du groupe d'experts qui a été fait sur le VIH ces dernières années, au niveau du VIH, vous avez des médecins de niveau 1 et des médecins qui sont d'un niveau 2 ou 3. Niveau 1, c'est les médecins qui travaillent dans les services de maladies infectieuses ou dans les CEGID ou dans les centres ambulatoires, et les autres. Sur Paris, on est une quarantaine. Sur le territoire, on a tout cassé 200. Sur 200 000 généralistes, ça veut dire que, grosso modo, vous avez 99% des médecins généralistes qui, c'est pas qu'ils ne peuvent pas, c'est qu'ils ne savent pas forcément bien faire. C'est ce qu'on disait. Ils sont capables de réfléchir aux recommandations ABSAPS sur les lipides. Ils seront aussi capables de le faire sur la notification si tant est qu'ils aient la formation adaptée. Donc j'ai prôné finalement une formation pour ces médecins, une formation qui pourrait être assurée par les Corévis régionaux. Les Corévis n'ont pas ce cahier des charges, ce n'est pas un organisme de formation médicale continue, mais on peut très bien imaginer une enveloppe spécifique qui leur soit remise par l'État en vue de cette formation. Le médecin libéral, lui, serait indemnisé sur la base de 15C, comme toute formation continue. Et à partir du moment où il aurait cette formation qui serait sur les IST, la notification, la PrEP et éventuellement l'annonce du VIH, il pourrait faire une cotation, puisque vous savez qu'en médecine générale, on peut coter avec la nouvelle convention pour toute la prévention des IST chez la jeune fille de 15 à 18 ans, on peut coter 2C, c'est-à-dire une cinquantaine d'euros. Donc à partir du moment où le médecin aurait eu cette formation, il aurait le droit d'appliquer cette tarification. Et on peut très bien imaginer que Amélie pousse les médecins à suivre cette formation. Tous les médecins ne seront pas investis. Vous en aurez qui, pour des conditions, des motivations religieuses, personnelles, etc., ne s'investiront pas. Il ne s'agit pas que tous les médecins s'investissent. Il faut répartir, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut répartir la charge de travail entre les hôpitaux, les CEGID et les médecins libéraux qui veulent s'impliquer. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Iris Bichard. Oui, alors du coup, le kiosque InfoSida. Des associations. Donc le kiosque InfoSida est une association. Nous avons un centre de dépistage qui s'appelle le Checkpoint Paris, qui se situe dans le Marais. Et ce centre de dépistage a une organisation un peu spécifique, puisque nous sommes à la fois dans un cadre associatif et en même temps dans un cadre hospitalier, puisque nous réalisons des dépistages rapides, donc quand on est dans le cadre de l'association, mais aussi des dépistages complets quand on est dans le cadre du CEGID, puisqu'on est en partenariat avec la PHP, le CEGID Saint-Louis, la Riboisière, Fernand Vidal. Et donc nous distribuons aussi des autotests. Et dans ce cadre-là, on voit de plus en plus de personnes qui viennent, comme vous le soulignez tout à l'heure, monsieur, qui viennent après avoir été au courant de la contamination de certains partenaires, donc quel que soit l'IST. Et donc on a vraiment le sentiment que c'est quelque chose qui se démocratise et qui est bien vécu. Voilà, c'est un peu notre regard. Mais ce qui nous manquerait et ce qui serait vraiment judicieux, ce serait d'avoir une plateforme, des outils en fait pour nous aider à amener les personnes vers l'information à leurs partenaires, puisque actuellement on est plutôt on essaye d'accompagner les personnes, mais ça reste assez limité et c'est vraiment dépendant de la volonté. On n'a pas d'outils à proposer. Donc voilà, donc ce qu'on aimerait, c'est avoir des outils à notre disposition. Et dans ce cadre-là, le Checkpoint est heureux de participer à l'étude Notivi. Notivi, donc je pense qu'on va en parler après, voilà, une étude menée par la NRS sur la notification de partenaires. Merci. Monsieur Jean-Christophe Combourou. Ouais, bonjour. Rappeler effectivement un certain nombre de choses ont déjà été dites depuis le début. On voit beaucoup de questionnements, que ce soit en termes d'organisation, d'outils, mais aussi de principes, de cadres juridiques. Juste pour rappeler déjà peut-être quelque chose qui est essentiel en termes de stratégie de santé publique et de priorité de santé publique, c'est la nécessité de renforcer nos stratégies de dépistage, que ce soit des IST, du VIH ou des hépatites virales, et que pour nous, effectivement, la notification formalisée aux partenaires s'inscrit dans ce cadre du renforcement des stratégies de dépistage que l'on doit mettre en place pour casser la dynamique des épidémies d'IST et de VIH. Donc ça, c'est un point qui est effectivement important à rappeler, de replacer dans un objectif de santé publique où effectivement encore beaucoup reste à faire, comme ça a été rappelé tout à l'heure.
Donc effectivement, la notification comme un outil supplémentaire par rapport à tous les outils de dépistage qui ont pu se mettre en place. Et la question également se posera de comment la notification formalisée aux partenaires s'inscrit, je dirais, de manière intégrée dans une offre globale et que ce n'est pas un outil supplémentaire qui reste ou dans le cadre de projets pilotes ou autres. Et la question, on le voit, il y a eu beaucoup de témoignages tout à l'heure qui montraient que finalement une certaine forme de notification existait dans les pratiques, qui était de l'information, en allant un petit peu plus loin de la notification. Et la question qui est posée aujourd'hui, c'est comment effectivement on passe de pratiques professionnelles sur le terrain à un programme plus organisé de santé publique. Et je pense que pour la Direction générale de la santé, c'est tout l'enjeu. Et c'est effectivement ce que le directeur général de la santé a rappelé en ouverture. Donc, comment on peut construire ce programme? Donc, quelles sont effectivement les étapes de mise en œuvre pour arriver à un programme de santé publique? Un certain nombre de prérequis avec des exigences qui ont été rappelées plusieurs fois, mais qui me semble important de rappeler, qui est effectivement le respect du droit et des personnes, donc à l'information, au consentement, le respect à la vie privée, l'obligation donc de secret professionnel, l'accord du patient index, la confidentialité de la notification, avec effectivement la question aussi de l'anonymat, et puis le soutien nécessaire et indispensable aux patients index et aux partenaires notifiés. Ça a été évoqué plusieurs fois, mais effectivement, je dirais des situations individuelles qui sont toutes différentes amènent finalement à apporter et à penser une approche qui puisse répondre à chaque besoin des personnes. Donc, les étapes de la mise en œuvre au niveau national, donc je dirais que l'avis du CNS est un élément fondateur, on va dire, du lancement de ce programme, puisque dans la stratégie nationale de santé sexuelle, une des actions, et je me permets de la relire, qui était d'étudier la faisabilité et l'acceptabilité de la notification aux partenaires. Donc je dirais, il y avait effectivement un certain nombre de données de la littérature et le CNS, je dirais, posait la problématique et fait cette analyse. Et je dirais que ça permet de lever l'étude de la faisabilité, puisqu'on voit très bien que la notification, c'est quelque chose qui fonctionne en termes de résultats, et que donc la question est maintenant de savoir effectivement comment ça et sur quelle base, sur quelle organisation on peut le mettre en place. Donc là, un élément qui a été également rappelé par le directeur général de la santé est la mise en œuvre à droit constant donc d'une offre d'accompagnement à la notification. Donc à droit constant, effectivement, c'est dans l'hypothèse où c'est le patient lui-même qui notifie et pas le professionnel qui le ferait directement et qui imposerait effectivement de déroger au cadre législatif actuel par rapport au secret professionnel. J'ai entendu effectivement l'exemple danois qui a été évoqué ce matin, ce qui n'exclut pas effectivement de aussi réfléchir à d'autres perspectives. Mais la première étape, effectivement, nous semble de partir déjà sur la mise en œuvre à droit constant. Et on voit, il y a, je pense, un certain nombre de questions qui nécessitent d'être travaillées et clarifiées pour déjà avancer. Donc, avec une des premières étapes et je dirais un préalable pour l'organisation d'un programme au niveau national, qui est effectivement la saisie de la Haute Autorité de Santé, afin que puissent être précisés notamment les objectifs et les conditions de réalisation de l'accompagnement. Donc, c'est-à-dire d'une manière pragmatique, savoir sur quels IST on va notifier. Est-ce qu'effectivement c'est le VIH? Est-ce que c'est toutes les IST jusqu'à l'herpès ou HPV? Ou est-ce que c'est chlamydia, gono, hépatite? Voilà, donc c'est des questions à clarifier je dirais, pour s'entendre sur quelle base on part.
à partir de je dirais, ce listing d'IST, de savoir effectivement quelle ancienneté par rapport à une date de rapport sexuel on doit remonter, et il y aura sans doute des délais qui sont différents selon les IST. Donc ça, ce sont un petit peu des questions, des questions à poser et à évaluer. Et puis on l'a vu, le sujet des outils est revenu souvent dans les débats. Effectivement, c'est un élément important. Donc à la base, et la formation, je dirais, de l'ensemble des acteurs qui pourront participer à la notification est un préalable. Qui dit formation dit aussi contenu de formation, donc qu'il faudra définir. Évidemment, des outils aussi pour accompagner la personne index et la personne notifiée. Et puis la question aussi des outils numériques qui sont développés. Alors effectivement, est-ce que c'est des outils, plusieurs outils spécifiques qui permettent de répondre à des besoins différents? Comment c'est organisé dans le cadre d'un programme plus formalisé et qui a intégré, et on évoquait tout à l'heure, par exemple, la question des autoprélèvements, comment, effectivement, sur des sites d'information en santé sexuelle, est-ce que c'est un module supplémentaire de notification qui est organisé? Comment tous ces outils existent, je dirais, sont connectés aussi entre tous les acteurs, de la biologie à la personne notifiée. Donc ça, une minute. La parole. Je vais terminer. Donc, effectivement, toutes ces questions, en même temps, on voit bien certaines réflexions ont commencé. On a évoqué le projet recherche ANRS, les travaux à venir sur de la Haute Autorité de Santé, un groupe de travail à la SFLS, des initiatives régionales. Donc, la question va être effectivement comment toutes ces démarches se coordonnent et avance, je dirais, en synergie pour qu'on ne soit pas dans un cumul de calendrier à attendre tous ces travaux. Donc, je pense que ce sera un vrai sujet de savoir comment coordonner tout ça. Et juste pour terminer en 2 secondes, je l'évoquais au début, effectivement, la stratégie de dépistage. Donc, effectivement, la notification est un élément important. Je rappellerai, dans le cadre de la feuille de route santé sexuelle, une des actions autour du dépistage qui passe notamment par l'organisation de campagnes au niveau régional qui auront donc vocation à mobiliser l'ensemble des acteurs. Et on peut aussi imaginer que, du coup, dans le cadre de ces campagnes, il y ait des réflexions qui puissent s'organiser autour d'une forme de notification, même si elle n'est pas organisée et encadrée au niveau national. Je vous remercie. Merci. Monsieur Goyer, en 5 minutes maximum. On va essayer. Il faut dire que entre le DGS et le représentant de la DGS, beaucoup a été couvert, puisque je ne suis que l'échelon d'après dans la structure administrative. Donc, je ne vais pas vous refaire le tout, juste pour vous dire qu'effectivement, pour nous, cet avis tombe très bien parce qu'on est exactement dans la région Île-de-France à avoir écrit une stratégie de l'ARS pour relancer la lutte contre le VIH, dont le premier axe est, sans surprise, le renforcement du dépistage, et que maintenant on va travailler sur le plan d'action avec les partenaires. Et dans le plan d'action du dépistage, un des sujets va bien évidemment être, parce qu'on n'est pas d'accord qu'il y ait tous les ans 6000 cas nouveaux en France, pour reprendre, personne ne veut ça, donc comment on va les chercher? Et ça, on a un nouvel outil qui nous est proposé. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en attendant que le travail national ait été fait, enfin, se fasse, et en interaction, puisque je pense que la HAS, quelles que soient ses hautes compétences, aura besoin aussi des expériences qui vont le projet de recherche de la NRS, et puis aussi probablement un certain nombre d'expériences. C'est un peu comme ça, je pense, qu'il va falloir avancer. On l'a dit et répété, les publics sont différents, les modalités de notification doivent être extrêmement pensées selon à la fois qui est le cas index et qui sont les personnes notifiées a priori. Pour l'instant, le seul exemple que je connaisse d'acceptation a priori d'une notification, c'est-à-dire quelqu'un qui dit « je suis d'accord, si jamais il y a un souci qu'on me prévienne », elle nous a été présentée dans le cadre d'une application à l'étude informatique où les personnes signent en disant « voilà, je suis sur le réseau et a priori, je suis d'accord ». Tous les autres, ils ont rien demandé à personne. Alors, bien sûr, ils ont un intérêt peut-être pour eux, mais on ne le sait pas. Donc, il va falloir avancer avec prudence sur ces sujets-là, et en particulier avec je pense en particulier un public qui est
où il faut faire extrêmement attention que les signaux qu'on lui envoie en parlant de notification, d'information des partenaires, un public qui a des problèmes, qui a eu des soucis éventuellement avec le secret médical dans les pays d'où il vient, ça peut être une désincitation au dépistage. Donc il faut travailler, ce que je veux dire, c'est pas du tout le remettre en question, simplement travailler en amont les modalités, avec eux, les modalités dans lesquelles pourraient leur être proposées ces notifications. Ça, c'est à mon avis un élément fondamental. Voilà. On a commencé un tout petit peu, enfin le sujet a commencé à être abordé dans quelques réunions au sein en particulier des Corévilles d'Île-de-France, puisque le rapport a été présenté dans les assemblées plénières d'au moins 2 d'entre eux, et probablement à venir dans d'autres. Le débat va démarrer, mais c'est vrai que la notification sans accompagnement fait peur à certains. La notification, comme je viens de le dire, qu'est-ce qu'on fait avec les exemples qui ont été donnés quand il n'y a eu pas de partenaire avant? Quelle est la prise de risque pour les personnes à notifier? Et ça aussi, c'est quelque chose auquel il faut qu'on soit sensible. Ça a été évoqué par notre collègue avant. Donc, très clairement, ça va être là maintenant de monter des projets, d'essayer de monter des projets pilotes avec des moyens dont je ne sais pas si on en aura en plus ou pas, avec les moyens déjà qu'on a. Certainement dans une alliance entre ce que j'appellerais le groupe des dépisteurs, les groupes étant pas étanches, les dépisteurs et ceux des accompagnateurs, qui ne sont pas forcément les mêmes. C'est bien à réfléchir, c'est peut-être, est-ce que c'est faisable réellement que dans une pratique de médecin généraliste, ce temps-là soit pris, ou est-ce qu'il ne vaut pas mieux qu'il y ait un premier échange, puis renvoyer à des personnes qui sont plus dans le rôle de la médiation, dans l'accompagnement vers la notification. Enfin, c'est ces modèles-là différents qu'il faut tester. Et c'est ça, je pense qu'on va essayer de mettre en place dans les prochains mois en Île-de-France. Merci. Merci. Donc, je passe la parole pour terminer à Mme Rumeau-Pichon de l'HAS. Merci. Merci beaucoup d'avoir convié la HAS à ce séminaire. Alors, je suis désolée, je n'ai pas pu participer à la première partie de l'après-midi. Je le regrette beaucoup parce que j'ai l'impression que la HAS a été beaucoup citée. Donc, moi, effectivement, il y avait dans le rapport du CNS, comme vous l'avez tout vu, une incitation à ce que la HAS travaille sur ce sujet. Et effectivement, je crois que le DGS l'a rappelé, une demande d'inscription au programme de travail. Si ce sujet était retenu dans le cadre du programme de travail, je pense qu'il y a 2 écueils très importants auxquels il faudra rester vigilant. Le premier, c'est de ne pas en faire, ça a été un peu dit cet après-midi, de ne pas en faire un outil isolé. Et ce qui nous intéressera, c'est vraiment d'évaluer la séquence. Je dépiste N, je notifie, je dépiste les autres et je traite. Et il faut vraiment l'intégrer dans cette séquence totale, sinon ça ne sert à rien. Donc ça, c'est un point très important, je pense, d'organisation du dispositif pour s'assurer que, y compris les notifiés, vont jusqu'au dépistage et au traitement. L'autre point probablement très, très important aussi pour nous, ça sera un peu un séquençage des travaux et la manière dont on peut avancer sans avoir de données françaises. Or, on peut quand même imaginer qu'il y a des comportements éminemment culturels sur ce type de sujet, donc on ne peut pas exclusivement se fonder sur des données étrangères. On voit en parallèle qu'il y a un certain nombre d'initiatives locales qui se développent, une étude qui est lancée et qui devrait quand même sans doute apporter, du moins on l'espère, un certain nombre de réponses aux questions que nécessairement on se posera dans l'évaluation. Alors, je n'ai pas les réponses sur le séquençage aujourd'hui, bien entendu, mais je pense que c'est vraiment un point de vigilance important pour tous les acteurs, qu'on puisse tenir compte des spécificités des initiatives locales et pas exclusivement sur un sujet, encore une fois, je pense, éminemment culturel, exclusivement de la littérature internationale. Donc j'appelle un peu de vigilance là-dessus. Merci. D'accord, merci. Je vais donc demander à Karen Champenois, qui est dans la salle, de en quelques mots, quelques minutes, nous expliquer un peu Notivi et l'agenda de Notivi, qui est un essai, donc une étude de recherche de l'ANRS, dont l'objectif est d'apprécier la faisabilité de la notification des partenaires. Oui, bonjour. Merci de me donner la parole pour présenter rapidement ce projet de recherche qui est fortement cité aujourd'hui. Donc, c'est un projet qui est soutenu par la NRS, qui fait suite à plusieurs mois d'études de la faisabilité réalisées parfois avec et parfois en même temps que le CNS de cette notification partenaire. Et l'objectif est de voir l'efficacité
démarche assistée de notification aux partenaires, c'est-à-dire d'un conseil, d'un entretien fait à toute personne qui reçoit un diagnostic de VIH et de voir si cet entretien va permettre d'augmenter la notification du patient index vers ses partenaires et, dans un deuxième temps, si les partenaires, elle est efficace pour conduire les partenaires au dépistage. Donc c'est une recherche qui s'adresse aux hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes, qui ont été diagnostiqués pour le VIH dans les 3 mois. On prend cette porte d'entrée de VIH, mais bien sûr, la personne pourra notifier toutes les IST concomitantes si elles y sont. Et voilà. Et donc, ce sera vraiment de voir l'intérêt de cet entretien. Et on va mettre aussi, on va développer et mettre à disposition des outils qui vont aider à la notification. D'accord. Et quel est l'agenda? Donc voilà, quel est l'agenda? Donc on vient juste d'avoir l'accord de financement par la NRS. On va déposer au CPP et on espère un début de terrain en début 2019. Et pour une phase de terrain qui serait de 6 à 9 mois. Voilà, pour les infos. Donc on a une dizaine de centres qui vont participer, qui sont des centres assez divers. Il y a des services hospitaliers, des services de maladies infectieuses, il y a des Cégides, il y a le Checkpoint Paris, il y a le Spot de aide à Marseille, et les deux seraient à Paris, en France entière, et on a aussi un centre en Martinique. Voilà. Merci. Si vous avez d'autres questions. Donc on va donner la parole à la salle pour des questions. Oui, Gérard Pellet du Corévi, Île-de-France Centre. Par rapport à ce que disait Frédéric Goyer, je confirme bien que notre Corévi s'est saisi du sujet avant l'été, a demandé donc au Conseil national du SIDA de venir nous expliquer un peu sa démarche et tout ça. Donc je voudrais simplement rapporter un petit peu dans les débats, les échanges qu'on a eus, un point qui était fortement apparu, c'est n'oublions pas les personnes à qui on fera la notification. Dans beaucoup de choses qui sont dites par le CNS, même Madame Monin tout à l'heure, Monti nous a dit tout à l'heure, il y a un référentiel pour le patient index. Il faut impérativement avoir un référentiel sur la personne qui sera notifiée. Donc c'était le sujet qui était mis en avant, surtout par les profils psychologues, en disant c'est le ciel qui leur tombe sur la tête. Mais en même temps, il faut entendre ce qui a été dit tout à l'heure par une intervenante. Moi, jeune femme de 20 ans, j'aimerais bien savoir maintenant ce qui se passe avec le camidé plutôt que dans 10 ans. Donc on est pris entre deux dilemmes. Enfin voilà, donc c'est prenons en compte la personne à qui on notifiera dans toute cette démarche. D'accord. Je pense qu'on peut passer à la question suivante. Oui, c'était une question pour Karen Champenois, et puis peut-être d'autres intervenants auront des choses à dire. Donc, au final, dans le protocole que tu décris pour Notivi, c'est un entretien. Il n'y a pas d'outils informatiques proposés, ou alors tu l'as pas dit, je sais pas. Enfin, j'avais souvenir qu'il y avait une discussion qui était partie d'une expérience au Portugal, au Checkpoint de Lisbonne, où ils proposaient une plateforme de notification aux usagers. Anonyme, etc. Mais en tout cas, que l'usager utilisait lui-même, donc c'était bien volontaire, etc. Mais qui facilitait la notification, que ce soit par SMS, par mail, etc. C'est exact. On prévoit le développement d'une plateforme de ce même type, avec la possibilité d'envoi de textos et de mails anonymes, qui contiendrait aussi de l'information et l'information sur aussi comment notifier soi-même, etc. Et puis, et voilà, et si possible, des interventions un peu plus larges aussi sur, pourquoi pas, les applications de rencontres. Ce que j'ai oublié de vous dire aussi tout à l'heure, c'est que dans le cadre de la recherche, on a un deuxième objectif que l'efficacité, qui est l'acceptabilité. Donc bien sûr, l'acceptabilité pour les patients index de la démarche de notification qu'on va leur proposer, mais également aussi l'acceptabilité des partenaires. On va essayer de recontacter les partenaires et d'avoir des informations sur justement comment ils prennent ce message et ce qu'ils en font. Parce que dans la littérature, il y a finalement assez peu d'informations sur ce qui se passe avec les partenaires, et quand on en a, elle est forcément biaisée,
puisque c'est les partenaires qui ont répondu à la sollicitation de notification et qui sont venus se faire dépister dans le centre. Donc voilà, c'était ça. Donc ce dont on se rend compte maintenant, c'est qu'il existe un certain nombre d'outils qui sont déjà ou qui vont être assez rapidement fonctionnels. Est-ce que ces outils pourront être diffusés avant même les résultats de Notivy? Est-ce que vous avez une idée de ça? Pourquoi pas? Il faut qu'elle soit développée et que dans un premier temps, elle corresponde aux besoins qu'on a pour la recherche de récolter. Enfin, voilà. Et après, qu'elle soit diffusée. Enfin, si elle peut être pérenne, c'est tout gagné. D'accord. Il y avait une autre question là. Là. Merci. Alors, tout d'abord, une remarque. C'est que je pense qu'il faudra travailler dans le déploiement à un acronyme qui bannisse ça. J'ai l'impression qu'on a un consensus, l'idée de notification, mais je pense que même l'information, on pourrait améliorer beaucoup les choses en parlant de conseil. Je l'ai entendu ici ou là, mais je pense qu'un développement du type de ce qu'on fait pour les CGID ou les CDAG qui parle au grand public comme conseil anonyme, médical, gratuit, confidentiel aux partenaires, c'est quelque chose qui est qui déjà efface toute cette idée d'information ou de notification et toutes les connotations péjoratives qu'il peut y avoir de dénonciation derrière, et qui explicite l'idée du conseil médical, puisque c'est bien d'un conseil médical qu'il s'agit. Et puis en question sur les travaux à venir, ou en demande peut-être sur les travaux à venir, Catherine Rumeau-Pichon sur les travaux éventuels qu'on appelle de nos voeux de l'HAS. Je pense qu'on aurait besoin de cadres d'information sur les cadres médicaux, légaux et pratiques qui existent dans les pays d'Afrique. Parce que pour l'instant, il me semble qu'on a une opacité sur sur à la fois le cadre officiel et puis ce qui se pratique dans les consultations en Afrique. Or, si on prend sur le VIH, les 30% de personnes vivant avec le VIH qui viennent d'Afrique subsaharienne, qui vivent en France, je pense que ces données-là sont quelque chose à prendre en compte pour savoir comment la personne peut recevoir dans une consultation, notamment les primo-arrivants, dans une consultation en France, quand on leur parle de secret médical, je pense que ça a une résonance, ou de secret professionnel, c'est une résonance différente en fonction de ce qu'on connaît et de ce qu'on a vécu précédemment dans une consultation médicale. Et puis sur l'étude, dernière demande aussi, sur l'étude de la NRS, donc qui va s'adresser au public HSH, je pense que ce serait bien aussi de veiller à ce qu'il y ait un échantillonnage à l'intérieur de la population HSH originaire d'Afrique subsaharienne, un peu pour les mêmes raisons, et parce qu'on peut avoir à l'intérieur de ce public, aussi bien dans les partenaires que dans les personnes en consultation cible, on peut avoir un environnement différent et donc une résonance différente et une acceptabilité différente. Et peut-être même en s'attachant à distinguer l'Afrique anglophone de l'Afrique francophone. Enfin, je pense une série de précisions. Voilà. Oui, merci. Je pense que vos commentaires sont tout à fait pertinents en ce qui concerne effectivement les populations migrantes, en particulier les populations africaines, où entre nous, ce type de débat a déjà été abordé, puisqu'autant dans une population qui se sait à risque d'IST au sens large, on imagine que l'acceptabilité va être peut-être correcte ou satisfaisante, et que ce ne soit pas du tout le cas dans des populations qui vivent dans le secret de leur infection, qui même des mois et des années après, restent dans le secret de leur infection, le secret de leur traitement, le secret de leur visite. Donc ça sont des éléments qui sont très importants à prendre en compte pour que ces personnes-là ne soient pas exclues du dispositif de notification, ce d'autant que justement on sait qu'elles sont victimes, entre guillemets, de l'infection sur le territoire. On va prendre une dernière question, s'il vous plaît. Ce
Excusez-moi. Alors moi j'ai un micro, je ne sais pas si je... Oui, Michel Oyon, 190. Bon, il y a plein de questions, mais je vais me limiter juste à un aspect, celui des IST. Alors, moi j'écoute depuis tout à l'heure et j'ai l'impression qu'on a réfléchi comme si les gens allaient être diagnostiqués d'une IST dans un lieu comme un Cégide où les gens connaissent bien le truc, aller faire des notifications à des gens qui allaient revenir dans un lieu spécialisé où ils seront pris en charge, etc. La vraie vie, c'est pas du tout ça. Les gens sont diagnostiqués quelque part, peut-être qu'il y aurait une notification à quelqu'un qui va recevoir une info, qui va aller, qui a peut-être un partenaire qui est à 300 km, qui va aller chez un praticien qui est près de chez lui. Donc 90% à peu près en France ne savent pas à peu près comment on dépiste ou on traite correctement une IST. Et quand bien même ils le sauraient, ils vont aller chez un pharmacien qui, comme par exemple c'est arrivé chez moi hier, Paris 11e, pas Pézenas ou à Châteaubriand, cher à mon collègue Éric Billot, va dire non, on ne donne plus d'extenséline dans la syphilis, d'ailleurs ça ne se fabrique plus, je vous donne de la rocéfine. C'était hier, hein, donc je n'invente pas des histoires de chasse invraisemblables. Là, actuellement, la prise en charge des IST, je ne parle même pas de la nomenclature des actes de biologie, qui est un gloubi-boulga invraisemblable, qui est très compliqué aujourd'hui pour un dépistage efficace, n'est pas du tout en place. Donc je veux dire, très bien de mettre des choses en place, à condition qu'il y ait une réponse médicale derrière adaptée. On en est très très loin. Et pour l'instant, je n'entends pas du tout parler de quel est le dispositif derrière. Qu'est-ce que tous ces gens qui vont recevoir une information finalement brute de décoffrage, sans rien, qu'est-ce qu'ils vont avoir derrière, et qu'on ne me dise surtout pas qu'ils aillent dans leur Cégide du coin, parce qu'on sait quand même quelle est la proportion de la population que touche les Cégides. Elle est quand même relativement faible en nombre, et ce n'est pas là-dessus que repose l'organisation des soins en France. Donc il y a une réponse là-dessus qui me paraît primordiale, pas de question sans réponse. Et la séquence, ce n'est pas notification, dépistage, traitement, c'est notification, traitement, dépistage. Mais l'intérêt d'une plateforme avec une réponse, ce serait d'apporter une réponse adaptée avec un message qui propose, en fait, une offre de soins. Donc on pourrait imaginer effectivement une liste de Cégides, avec des Cégides qui sont effectivement référencés et formés à l'accompagnement et qui soient aptes à recevoir ces personnes-là, en fait, et propose, ça vaut ce que ça vaut, mais avec des conseils et une vraie information et un vrai réseau, en fait, construit. Enfin, je pense que... C'est un goulot d'étranglement. Hein. Ouais. On peut aussi imaginer passer par des numéros d'information type SIDA Info Service qui puissent orienter les personnes. Non, je voulais soutenir mon collègue Monsieur Ohayon parce que je suis entièrement d'accord avec ce qu'il a dit. C'est ce que j'ai essayé d'esquisser tout à l'heure. C'est-à-dire que la vraie vie, en fait, c'est les patients, ils sont loin des Cégides aussi des fois. Donc, il n'y a pas que les Cégides sur le territoire qui vont prendre en charge ces patients, bien entendu. Et donc, si ce n'est pas accompagné d'un minimum de guidance, à la fois pour le notifié, mais à la fois pour le professionnel qui va recevoir le notifié, je ne suis pas sûre qu'on soit très productif. Mais ça, c'est un problème global de formation des médecins, non ? Parce que un médecin qui prescrit, un pharmacien qui parle qui donne de la ceftriaxone ou de l'extensiline, ça n'a rien à voir avec l'information partenaire, non ? La médecine est extrêmement large. Hein, non, bien sûr, j'entends. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a une nécessité quand même de formation des médecins motivés, d'indemnisation qui va derrière, d'avoir des numéros, par exemple, que le médecin reçoive un numéro mobile. Par exemple, moi, quand je fais en gériatrie, quand j'ai une visite à domicile, j'ai un numéro mobile du service de gériatrie de la Riboisière et j'ai toujours tout de suite quelqu'un. Donc, il faudrait que les médecins aient aussi un accès au Corévi et une ligne mobile, qu'ils aient des tutoriels de l'HAS pour les aider à ce niveau-là. Et c'est vrai ce que disait Michel, c'est-à-dire qu'un patient qui va recevoir une notification, il va aller voir son médecin traitant dans 60-80% des cas. Oui, on peut imaginer des numéros verts au-delà. Des numéros verts. Mais c'est vrai que le Cégide pose un problème de visibilité en termes de lieu, d'adresse, d'horaire. Patrick, et puis ensuite il y a une dernière question et on arrêtera le je voulais dire qu'en termes d'organisation des soins, ça je crois que c'est un élément très important du débat, ce qui est abordé. Il faut voir que lorsqu'on regarde les enquêtes labo VIH ou labo hépatite faites par Santé publique France, les données sur les tests de dépistage proviennent dans 70% des cas des labos privés, pas des labos publics,
Et on peut donc penser que les médecins installés participent d'une manière très importante au diagnostic des IST. On avait demandé également à l'assurance maladie de nous dire le nombre de tests de diagnostic de gonocoque, syphilis et chlamydia qui étaient réalisés. Je les ai plus en tête, mais c'est considérable. Donc la place de la médecine libérale et probablement la médecine générale dans le diagnostic des IST est considérable. Et donc, dans ces conditions, il y a un vrai problème d'organisation des soins derrière, parce que, comme ça a été dit, il y a une question de formation, il y a une question de temps aussi, et il faut savoir comment les médecins en ville qui ne sont pas, comme Gérard Israël, spécialisés dans ces questions-là, vont pouvoir accompagner le mieux les personnes diagnostiquées. Est-ce qu'ils vont les orienter vers un CEGID ou une tribune associative, enfin peu importe, ou bien est-ce qu'ils vont le faire eux-mêmes? Comment? Et donc ça, c'est une question d'organisation des soins qui, je crois, est vraiment très importante. Je suis tout à fait d'accord. La prise en charge des IST ne se fait pas exclusivement dans les CEGID, très loin de là. Je voulais juste faire une remarque, une dernière remarque qui était cette fois-ci en termes d'outils et de modalités. On entend beaucoup parler de notification, on dit notification anonyme. Manifestement, j'ai eu l'impression, en vous écoutant, que c'était privilégié par rapport à la notification nominative. Il faut se renseigner sur les études qui ont été faites, les enquêtes qui ont été faites à l'étranger, mais dont certaines d'entre elles montrent auprès des personnes susceptibles d'être notifiées, et je n'ai plus le détail, mais qu'elles seraient beaucoup plus sensibles pour aller se faire dépister si la notification était nominative que si elle était anonyme. Et ça, c'est en particulier vrai pour le VIH, par exemple. Donc, dans la discussion notification anonyme, notification nominative, eh bien, il y a là une réflexion à avoir, et je pense que c'est trop tard pour modifier l'étude ANRS, mais laisser ouvert cette possibilité de notification anonyme ou nominative, et ensuite pouvoir exploiter les résultats, je crois que ce serait intéressant. Pardon, cette notion de anonymat ou pas anonyme et le fait que le message anonyme soit certainement pris moins au sérieux qu'un message nominatif est pris en compte dans l'étude et il sera bien évidemment proposé anonyme ou non anonyme. Et on peut imaginer que voilà, un patient index qui a, admettons, 10 partenaires à notifier, en notifie 2 ou 3 de façon nominative, qui ne se sentent pas le courage ou l'envie pour différentes raisons et qu'il en notifie 5 autres de façon anonyme et que les 2 autres, franchement, voilà, là, il y a trop de risques et qu'il ne les notifie pas. Enfin, et voilà, et l'étude sera là aussi pour évaluer ça, le pourcentage de personnes qui notifieront de telle façon, en fonction de telles caractéristiques de partenaires. Et je pense que ça apportera de l'information sur peut-être les bonnes pratiques ou enfin voilà, pour amender en fait et améliorer ce processus s'il peut être mis en place. Merci. Merci. Donc un dernier commentaire ou question très courte, s'il vous plaît, pour qu'on puisse finir la séance à l'heure. Bon, Fabrice Flouzot, Acte Paris de nouveau. Je voulais simplement vous demander plusieurs choses. Alors moi, j'aimerais beaucoup que la CNIL vraiment soit très très vigilante par rapport à tout ça. Vous avez une obligation de liberté publique et je crois que c'est très important. Deuxièmement, je voudrais savoir, mais la durée de vie de stockage des données que vous allez en fait collecter et envoyer à d'autres personnes, elle est de combien? Alors, je pense que cette question aurait dû être posée à la table ronde précédente. Je le dis maintenant parce que je ne suis pas certaine de rester. Et d'autre part, les applications que vous mentionnez, on sait très bien qu'elles sont super poreuses et que parfois les applications sont même à même de vendre des informations hyper sensibles. On l'a vu avec Grindr. Bon, Grindr n'est pas crypté. D'accord. Mais rien n'est crypté, docteur. C'est-à-dire que si demain, la société... WhatsApp l'est, mais Grindr n'est pas. WhatsApp n'est pas non plus crypté. Donc, simplement, on peut toujours décrypter quelque chose. C'est-à-dire que la police, l'armée peut décrypter tout. Après, c'est le système politique, évidemment, dans lequel nous vivons. Et c'est ce que je posais d'emblée avant, c'est quelle société dans laquelle on veut vivre. Quelle société nous construisons aujourd'hui à partir de ces nouvelles technologies. Voilà. D'autre part, simplement, oui, je veux terminer, mais je pense que c'est très important. Je pense aussi, et ça je voudrais demander à M. Liani, mais
Mais on ne peut pas considérer que toutes les IST sont sur le même plan. Le VIH, pour moi, n'a rien à voir avec une syphilis ou avec une gonorrhée. Ou alors j'ai manqué 30 ans de lutte contre le VIH. Et que moi-même, je peux considérer que je peux dire à tout le monde que je suis séropo depuis 20 ans. Or, vous savez très bien que toutes les études démontrent que ce n'est pas vrai. Que les personnes qui sont séropos sont obligées de vivre dans un silence quasiment permanent. Soit ils ne peuvent pas prendre leur traitement dans leur milieu professionnel, soit ils n'en parlent pas à leur famille, soit ils n'en parlent pas forcément à leur conjoint, soit le fait est qu'il y a un sérotriage et qu'il y a une sérophobie et une stigmatisation très prégnante encore dans la société, avec des idées fausses de plus en plus répandues. Et vous le savez, puisque les études montrent sur les jeunes qu'il faut revenir 20 ans en arrière pour être dans cette espèce de protection ou d'idées imaginaires et aussi d'idées fausses. Donc, et allons à l'essentiel. Je suis terriblement désolé de le dire, mais revenons sur Terre. Et comme disait Michel, mais il y a plein de choses qui nécessitent encore beaucoup d'attention systématique. Et ce n'est toujours pas fait. Et moi, je suis désolé, je ne peux pas dire que 6000 contaminations par an en France, c'est bien, c'est normal, et que certainement pas, on va passer par les technologies nouvelles et les réseaux asociaux pour dire que ce qu'on n'a pas pu faire, les technologies nouvelles vont faire. Google ne va pas faire mieux que les médecins. D'accord. Voilà. Merci. Je pense que personne dans la salle ne pense que 6000 nouvelles contaminations ne sont bien. Une toute dernière question, Nadine. Oui. Moi, je suis psychologue auprès de femmes migrantes à qui on annonce leur séropositivité pendant leur grossesse. Et on voit bien effectivement, comme il est dit là, que les prises en charge sont tellement plurielles et les réactions aussi, qu'il ne faudrait pas, et ça, comme je l'ai entendu tout à l'heure, qu'il y ait des affections. Oui. Qu'il y ait des affections pour le dépistage d'une certaine population qui est quand même mise totalement à part de beaucoup de choses, y compris des prises en charge, parce que ces femmes séropositives, enceintes, migrantes, qui arrivent complètement perdues en ce moment en grande quantité dans les maternités et en pédiatrie avec leurs enfants, sont à 1000 de pouvoir entendre qu'elles devront notifier leurs partenaires si les aides qu'on leur apporte sont prioritairement des aides... C'est pour ça que des fois, il ne faudra pas notifier. Prioritairement des aides qui ne seront pas des vrais gens dans la vraie vie, comme on l'a souvent entendu ici. Tout à fait d'accord, et c'est pour ça que l'effort pédagogique portera sur le professionnel de santé qui notifiera et qui, bien sûr, et c'est le droit à la non-notification dont on a parlé tout à l'heure. Et puis l'autre aspect, c'est le moment de la notification dont on n'a pas encore parlé. Certes, pour certaines infections, on a envie que la notification soit le plus rapide possible, mais si elle aboutit à un refus et à une position très tranchée, et voire délétère pour la prise en charge en soins des personnes, il est bien sûr que cet aspect-là devra être pris en compte. Marie, tu veux finir ? Merci. Donc, je vous remercie chacun d'avoir participé à cette table ronde. Et nous allons donc passer à la conclusion de cet après-midi. Voilà, ce sera très bien comme ça. Bien, nous arrivons au terme de cet après-midi sur un thème dont s'est saisi le CNS il y a un bon moment d'ailleurs. On a travaillé très longtemps en fin de compte sur le sujet. Et en fin de compte, ce dont je m'aperçois et que je voudrais dire en préliminaire de cette conclusion,
c'est que finalement, depuis le temps qu'on a travaillé dessus et qu'il m'est arrivé aussi de parler dans divers cercles, cadres notamment associatifs, à chaque fois que l'on reprend ce sujet de la notification formalisée aux partenaires, systématiquement reviennent les mêmes inquiétudes, les mêmes interrogations et les mêmes craintes, voire le même stress que suscite le sujet, ce qui montre à quel point c'est loin d'être un truc facile à régler et c'est loin d'être un sujet anodin. C'est clair que la première chose qu'il faut avoir avant de se poser la question de mettre en œuvre, ce sont évidemment des réflexions éthiques. Et que je crois que si on a passé beaucoup de temps au CNS à discuter de cet avis, c'est précisément pour ces raisons-là. Bien entendu, il y avait aussi l'aspect juridique et c'est pour ça que je suis très content que nous ayons eu Monsieur Pi pour nous éclairer sur quelques petits points, quelques mises au point juridiques, parce qu'effectivement, moi j'ai toujours été un peu gêné par ce terme de notification. J'ai beaucoup aimé son idée d'information éclairée, de quelque chose de plus apaisant en termes de terminologie, mais en réalité, finalement, c'est pas tant la terminologie qui compte, c'est surtout qu'est-ce qu'on en fait et comment on s'en sert. Ce qui ressort d'une manière générale, et ce qu'on a beaucoup entendu aujourd'hui, en fin de compte, c'est que la première chose, c'est qu'il faut sensibiliser les professionnels de santé et d'une manière générale le monde de la santé à cette question de la notification, de manière à ce que les gens comprennent de quoi il s'agit et qu'est-ce qu'on peut en faire, et que surtout ils n'aillent pas dans quelque chose qui angoisse systématiquement, et on l'a encore entendu il y a un instant, cette inquiétude de l'injonction. C'est évidemment qu'il ne s'agit surtout pas de faire ça. Ce que l'on a souhaité, c'est simplement que cette idée de notification soit un outil dont on se saisisse pour aider les personnes, ce qu'on appelle les patients index, à leur permettre un dialogue avec leurs partenaires. Mais sûrement pas à faire de l'injonction et sûrement pas à essayer de faire du chiffre, si je puis dire. S'il y a quelque chose qui était sûrement pas dans notre idée, c'était bien celle-là. Et effectivement, la limite de l'exercice, c'était celle dont on s'est rendu compte rapidement en développant la chose et dont on vient de se rendre compte cet après-midi une fois de plus. C'est que espérer que les patients index, j'utilise le terme même s'il n'est pas toujours très joli, espérer que les patients index fassent le boulot eux-mêmes a parfois ses limites. Je dirais même, on a beaucoup parlé cet après-midi aussi de l'idée qu'il y ait parfois la notification, il faut simplement renoncer à la faire parce qu'on s'aperçoit que dans des situations, elle n'est juste pas envisageable. Ça aussi, ça doit faire partie de l'idée. Mais en réalité, le problème, c'est surtout de savoir se saisir de cette problématique, d'y réfléchir, de la travailler, de créer effectivement de la formation, des référentiels, de tout ce dont on a parlé cet après-midi, qui permettent, qui aident à l'accompagnement et qui permettent, justement, quand on parle d'information éclairée, ça veut dire qu'il s'agit de savoir éclairer les gens. Et la première idée qu'on avait quand on parlait des professionnels de santé et de leur rôle dans cette affaire de notification, c'était pas tant de leur demander de faire le boulot et de leur demander, je dirais, d'être dans une espèce de rôle que certains s'inquiètent de voir injonctif, mais surtout d'être capable d'aider leurs patients à se mettre dans une démarche permettant la notification. Et donc, tout ça demande du travail. Tout ça demande de l'invention, tout ça demande de la mise au point, de la réflexion et de la création d'une certaine culture. On n'a pas l'habitude de faire ça. C'est clair que dans le domaine de la prévention, cette idée d'utiliser la notification est un outil supplémentaire,
mais dont on ne peut pas non plus attendre qu'ils résolvent tout. Et il est certain qu'on n'attend sûrement pas de la notification qu'elle réduise le nombre de contaminations au VIH tous les ans. C'est sûrement pas l'idée. C'est juste que c'est un outil supplémentaire pour faire quelque chose d'intéressant. À partir du moment où on sait se construire des outils, où on sait se construire une culture, où on arrive à utiliser cet outil de manière intelligente pour faire à ce que finalement, quand on y réfléchit bien, quand il s'agit d'infections sexuellement transmissibles, les gens ont eu envie d'avoir des relations sexuelles avec quelqu'un d'autre. On peut imaginer qu'on puisse leur proposer, je dirais, d'assurer le service après-vente, en quelque sorte. C'est-à-dire la bienveillance qu'ils avaient à l'égard de leur partenaire, elle peut s'étendre un tout petit peu plus loin en allant effectivement partager aussi les risques, en quelque sorte. Mais pour ça, il faut travailler sur la façon de faire les choses. Et il est important parce que personne n'est préparé à ça. Parce qu'une personne, enfin, il a été dit au cours de cet après-midi, il a été dit qu'il fallait essayer de rendre l'idée concevable pour les gens et que pour ça, effectivement, il fallait se poser la question éventuellement soi-même, comment je réagirais moi-même si j'étais notifié ? Eh bien, oui, le sujet est intéressant. D'essayer de se dire comment je peux aider l'autre. Et en fin de compte, c'est un peu ça notre idée générale qu'on a essayé de développer à travers cette idée de notification formalisée aux partenaires, qui était un terme épouvantablement administratif, si je puis dire. En fait, l'idée, c'était de dire comment est-ce que je peux essayer d'aider l'autre à concevoir cette idée, d'assurer un petit peu la suite du problème, si je puis dire, sachant qu'il n'a pas les armes pour le faire. Parce que la première idée qu'il a, c'est de s'enfuir en courant en se disant « Ah non, non, moi je ne peux pas faire ça. Vous imaginez pas, je ne vais pas aller lui dire, enfin, c'est pas possible. » Eh bien, essayons de le rendre un tout petit peu possible. Le but de l'opération, c'est donner des outils aux gens pour leur dire préoccupez-vous de la santé des gens que vous avez un jour rencontrés, avec qui vous avez eu des relations. La question n'est pas de savoir qui est celui qui a contaminé l'autre. La question n'est pas de savoir, n'est pas de dénoncer ou de. La question ne doit pas se poser en ces termes-là. Mais encore faut-il passer le temps. Et là aussi, effectivement, il y a des questions à se poser. C'est pour ça que dans notre rapport, on s'est posé la question qu'il y a des gens formés et qu'il y a du temps consacré au fait d'accompagner les patients index pour qu'ils puissent se mettre dans une démarche et pour leur faciliter les choses. Alors effectivement, une des idées immanquablement sur laquelle on est quand même tombé, c'est celle d'utiliser des outils de notification anonyme et d'utiliser évidemment des outils informatiques. Je voudrais juste être rassurant là-dessus. Il ne nous est jamais venu à l'idée que des outils informatiques puissent conserver des bases de données. Alors là, ça, franchement, je crois que c'est une question fondamentale et essentielle. Le but de l'opération, c'est essentiellement d'avoir un outil qui facilite la tâche aux gens, mais qui sûrement pas soit capable de conserver quoi que ce soit comme trace de ce qui est passé par là. C'est juste un moyen de faire de la notification anonyme. L'idéal étant quand même, comme le disait Patrick Henny tout à l'heure, on s'est rendu compte dans des études qui ont été faites dans d'autres pays, que la notification par la personne qui se fait connaître de ses anciens partenaires, en général, donne de meilleurs résultats. Et donc, c'est probablement ce qu'il faut tenter d'essayer de favoriser, mais des outils pour faire de la notification anonyme nous paraissent quand même utiles dans la mesure où le but de l'opération est quand même de prévenir les gens. Après, comment cette notification sera reçue ? C'est une question qui a aussi été soulevée et qui mérite d'être soulevée. Je dirais que la première chose, c'est qu'il faut qu'on ait cette réflexion, je dirais par soi-même, de se dire
comment moi je réagirais si j'avais une nouvelle de ce genre. Et que si on réfléchit un peu collectivement de cette manière-là, peut-être qu'on trouvera de meilleures solutions d'application. Mais une chose est certaine, ça ne peut se faire qu'avec beaucoup de travail, mais aussi beaucoup de mise en œuvre, parce que c'est à travers des expériences comme le projet de recherche monté par l'ANRS, par Karen Champenois, comme à travers d'autres expériences, on peut espérer effectivement que les Corévis se saisissent de la chose et échangent leurs expériences. C'est à travers l'accumulation d'expériences et d'échanges de pratiques qu'on arrivera progressivement à trouver les solutions qui conviennent. Mais une chose est certaine, il faut... Je crois que s'il y a une chose qui reste importante à comprendre, c'est que c'est une question délicate qui nécessite de la réflexion et de la réflexion éthique, que effectivement notre idée fondamentale au CNS qui nous paraît essentielle à avoir, qui doit être la première idée qu'on doit avoir en tête, c'est que le but de l'opération, c'est effectivement de se placer dans un domaine du consentement libre et éclairé. Et là, pour le coup, en termes d'éclairage, il y a beaucoup de travail à faire parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas forcément comment expliquer à quelqu'un comment faire de la notification, mais ça reste toute une culture à construire dans notre pays. J'irai pas beaucoup plus loin parce que vous avez déjà assez souffert toute l'après-midi de toutes ces présentations. Je voulais simplement essayer de synthétiser un tout petit peu à la fois nos travaux et à la fois ce qui s'est dit cet après-midi. Je dirais simplement en conclusion qu'il ne faut pas rêver au fait que le sujet dont on s'est saisi, c'est de la notification aux partenaires, soit la solution miracle qui va résoudre des choses. C'est juste une idée, c'est juste une proposition supplémentaire pour faire mieux, et que ce qu'il appartient aujourd'hui avant tout de faire, c'est tenter la mise en œuvre et partager les expériences de mise en œuvre pour pouvoir améliorer la pratique et aller plus loin. Voilà ce que j'avais à vous dire en conclusion, je n'irai pas plus loin. Je voudrais simplement, surtout et avant tout, remercier tous les orateurs qui étaient là cet après-midi, parce qu'ils nous ont justement permis, une fois de plus, comme on l'a eu pas mal pendant de nombreuses heures au CNS, de soulever la question, d'avoir des réflexions, de se rendre compte que rien ne va de soi et qu'il y a toujours un moyen d'enrichir les choses. Je voudrais vous remercier, vous, d'être venus et d'avoir aussi enrichi le débat parce que vous avez eu des questions assez fantastiques, assez poignantes, assez piquantes, assez dérangeantes par moments. Et c'est très bien parce que c'est de ça dont on a besoin pour avancer sur une thématique comme celle-là. Et puis je remercierai quand même le ministère de nous avoir accueillis dans cette belle salle. Et je vous souhaite une bonne soirée et au plaisir de vous revoir à une autre occasion pour une rencontre proposée par le Conseil national du sida et des hépatites virales.